Friedrich Paulus naît en 1890 à Breitenau, en Hesse. Fils d'un comptable, il a d'excellentes manières qui le font passer pour un aristocrate, ce qui lui vaut par erreur d'être souvent appelé von Paulus. À 20 ans après des études de droit, il entre dans l'armée allemande et est nommé en 1911 sous-lieutenant d'infanterie. Pendant la Première Guerre mondiale, il sert comme officier de chasseur de montagne, combat à Verdun et en Roumanie et est décoré pour sa bravoure. Mais ce sont les fonctions d'officier d'état-major qui l'intéressent le plus. Après la guerre, capitaine, il commande un bataillon d'infanterie puis donne des cours de tactique en Württemberg. Dans les années 20, alors que grandit l'influence du parti nazi, Paulus approuve, comme la plupart des officiers allemands, la volonté d'Hitler de réarmer l'Allemagne. Lorsque ce dernier accède au pouvoir en janvier 1933, Paulus est lieutenant-colonel et commande un détachement automobile à Wünsdorf. En 1935, il est nommé chef d'état-major de la direction des troupes motorisées à Berlin, puis en 1938, chef d'état-major du 16e corps d'armée. Au début de la Seconde Guerre mondiale, Paulus est général et chef d'état-major de la 10e armée, qui se distingue lors de la campagne de Pologne. La 10e armée enchaîne les victoires pendant la campagne de France en 1940 et devient la 6e armée. Premier quartier maître général au grand quartier général, Oberkommando des Wehrmacht, puis promu lieutenant général, Paulus joue un rôle clé dans la préparation de l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique. En 1941, après le début de la campagne, il suggère qu'Hitler devienne le commandant suprême de la Wehrmacht. Celui-ci, en janvier 1942, le nomme général des troupes blindées et le met à la tête de la 6e armée. Paulus, qui n'a pas l'expérience du haut commandement sur le front, se voit confier une armée de plus de 300 000 hommes et la tâche difficile de tenir la ville de Kharkov en proie aux violentes attaques des soviétiques. Après avoir participé à la bataille de Kharkov, Paulus doit maintenant démontrer qu'il a en lui suffisamment d'énergie et de détermination pour s'emparer de Stalingrad. Né en 1900, Vassili Tchouikov, fils d'un laboureur, est issu d'une pauvre famille paysanne de la région de Toula. Il apprend cependant le métier de bourrelier et s'engage en 1917 dans un régiment de sapeurs mineurs. Par son courage, il parvient en février 1918, juste après la première révolution, à devenir élève officier. Promu sous-lieutenant, il est envoyé se battre contre les gardes blancs et est blessé en Pologne. Il n'a que 24 ans lorsqu'il intègre l'académie militaire de Frunze à Moscou. En 1926, il est envoyé à Chongqing comme conseiller du leader nationaliste chinois Chiang Kai-shek. Il va rester près de 10 ans en Chine. En 1937, jeune général, il prend la tête d'une brigade mécanisée, puis est promu comme commandant d'un corps d'armée, puis d'une armée. Il est alors affecté à l'état-major du ministère de la Guerre. Remarqué par Joseph Staline, il monte dès lors rapidement en grade. Il participe aux campagnes soviétiques de Pologne et de Finlande, puis repart pour la Chine. Enfin, en juillet 1942, promu lieutenant général, il reçoit le commandement de la 64e armée soviétique alors que se prépare la bataille de Stalingrad. Tchouikov est l'un des plus jeunes généraux de l'armée rouge. D'aspect trapu, il est le type même de cette nouvelle sorte de commandant dur et impitoyable qui aspire au plus haut poste de l'armée soviétique. Ses victoires dans la dure réalité de la guerre lui valent d'être transféré à la tête de la 62e armée le 12 septembre 1942, au pire moment de la bataille de Stalingrad. Tchouikov est d'un tempérament versatile et mordant. Il est prêt à sacrifier ses hommes pour le plus grand des biens, la défaite du nazisme. En septembre 1942, Paulus se prépare à prendre Stalingrad. De la logique de son plan dépendent beaucoup de choses. De même, c'est sur les facultés défensives de Tchouikov que repose le sort des soviétiques.
Stalingrad, l'ancienne Tsaritsine, avait pris le nom de ville de Staline en 1924. Pour justifier son choix, le chef de l'URSS avait invoqué le rôle clé qu'il avait joué dans la défense de la ville pendant la guerre civile. En 1940, Stalingrad est une ville florissante, marquée par le parti, ainsi qu'un centre industriel d'importance majeure. À sa base, une gigantesque usine de tracteurs qui, après l'invasion allemande, est modifiée pour produire des chars T-34, l'un des atouts les plus précieux de l'armée rouge. C'est sa position dans la vallée de la Volga qui donne toute son importance à Stalingrad. Elle forme une zone urbaine qui s'étend sur la rive ouest du fleuve sous la forme d'une bande étroite de 4,5 km de large sur 45 km de long. Elle est protégée par 4 lignes défensives, construites avec les habitants entre 1841 et 1942. À la fin du mois d'août 1942, Hitler est obsédé par la volonté de s'emparer de Stalingrad. Staline, de son côté, est également obsédé par le désir de la garder, et il donne l'ordre de la défendre à tout prix. Si la ville tombe, en effet, il craint que cela ne soit une menace pour tout le sud de la Russie. Alors que Paulus se prépare à prendre Stalingrad, la ville est la cible de bombardements aériens massifs. En quelques jours, les bombardiers de la Luftwaffe opèrent près de 2000 sorties. La ville subit dans le même temps les tirs intenses et continus de l'artillerie. Quelques jours après que Paulus ait atteint la Volga au nord de Stalingrad, le 4e Panzergruppe, détourné de sa route vers le Caucase, atteint le fleuve par le sud. Le 3 septembre, les faubourgs ouest de la ville sont verrouillés. L'assaut principal est prévu pour le 13 septembre. Paulus a conçu un plan qu'il juge simple, rapide et décisif. 19 divisions réunissant 250 000 hommes et 600 chars opéreront une attaque en tenaille depuis le nord et le sud de la ville. Mais le 12 septembre, lorsque Vassili Tchoukov arrive pour prendre le commandement de la 62e armée, il déclare qu'il tiendra la ville ou qu'il y mourra. Paulus dispose au total d'un demi-million d'hommes, appuyés par la puissance de quelques 1000 avions et de plus de 2000 pièces d'artillerie. Parmi ces dernières, le Nebelwerfer, formidable mortier à canon multiples. Pour riposter, la 62e armée de Tchoukov ne dispose que de 6 divisions affaiblies représentant au total 75 000 hommes et moins de 150 chars. Parmi eux, toutefois, une majorité des puissants chars T-34, les plus fiables et les plus redoutables de l'armée rouge. Mais c'est dans l'artillerie du général soviétique que résident ses meilleurs atouts. Il dispose ainsi de 24 lance-roquettes multitubes de 152 mm, les fameux Katyusha, qu'il va maintenir le plus longtemps possible sur la rive ouest. Tchoukov va également profiter du soutien du groupe d'artillerie du front de Stalingrad, qui compte 300 pièces d'artillerie lourde.